je vais juste commencer par vous parler un peu de mon parcours très rapidement parce que je pense que c'est un peu en lien avec ce que je vais dire par la suite. Donc, j'ai commencé, moi, mes études universitaires en France. Puis j'ai commencé dans des parcours bien, entre guillemets, élitistes. Donc, avec une première année d'études en sciences humaines, de préparation aux grandes écoles françaises, etc. Et puis ensuite, après une année de ça, j'ai rejoint un institut d'études politiques. Donc là encore, c'est comme une entrée sur concours, donc c'est pas ouvert à tous. Et donc voilà, donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est que moi, comme beaucoup d'autres doctorants, on a à l'origine des parcours d'excellence. Ça, c'est quelque chose qui va revenir un peu par la suite. Et puis, avant de commencer mon doctorat, ou plutôt après ces études-là, donc de premier et deuxième cycle, j'ai... je vais mettre, pardon, je vais partager mon écran. Ok. J'ai travaillé 2 ans en dehors du monde universitaire. Et donc, quand j'ai commencé mon doctorat, je me suis dit, bon, allez, je me remets aux études, puis j'y vais à fond. Puis j'avais comme un peu problème de confiance en moi probablement aussi parce que je retournais aux études, parce que je commençais un doctorat, parce que c'est quelque chose que sur lequel j'avais beaucoup de doutes, etc., etc. Donc ça, c'est juste une petite mise en contexte qui me fait arriver à la leçon numéro 1. Hop, je vais vous mettre là. On finit pas un marathon en tentant de sprinter tout au long de la course. Je pense que quand j'ai commencé mon doctorat, je me suis dit que j'allais travailler à fond. J'allais travailler tout le temps. Je ne sais pas si j'en avais bien parlé à mon conjoint d'ailleurs à l'époque, mais toujours est-il que c'était un peu l'idée que je m'en étais faite. Et puis, forcément, au bout d'un moment, j'ai quand même tenu un petit bout de temps, mais au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé vraiment à me fatiguer et être obligée de changer de rythme. Donc, contrairement à la petite BD qui est à gauche, c'est pas quelque chose que je recommanderais de faire du 9 à 5 et du 5 à 9. Pendant le doctorat, la vie continue. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment à la dure, je pense. On a le droit d'avoir des activités, il faut avoir des activités, il faut penser à autre chose que la recherche, il faut trouver ou prendre des moments de vrai repos. Et donc, ces moments de vrai repos, c'est des moments où on ne culpabilise pas parce qu'on n'est pas en train de travailler. Je pense que c'est important parce qu'on est souvent en train de se dire je devrais être en train de travailler, puis il n'y a pas vraiment de limite en fait, on pourrait tout le temps travailler effectivement, sauf que c'est pas possible mentalement, on ne peut pas au bout d'un moment, on va être obligé de changer de rythme, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, mais c'est quelque chose quand même, c'est un trait qui est quand même assez commun chez pas mal de doctorants. Et donc, on va être obligé de changer de rythme. On se dit qu'on va être moins efficace et tout ça, mais en même temps, c'est la seule manière de vraiment terminer ce marathon. Donc voilà. La leçon numéro 2, l'enfer c'est les autres. Je ne vais pas vous donner une leçon d'existentialisme ici. La raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là pour cette leçon-là, c'est le fait que constamment, pendant le doctorat, peut-être surtout au début et peut-être qu'après ça s'atténue, je ne sais pas, je ne suis pas certaine, on se compare aux autres. Et la tentation est grande de comparer son parcours et son avancement à ceux des autres. Donc par exemple, mon directeur ou ma directrice de recherche a terminé son doctorat en 3 ans, il faut que je fasse, ça veut dire que c'est cette voie-là qu'il faut que je suive. Tel collègue a publié 5 articles depuis son bac, il faut que je fasse la même chose, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre rapidement au doctorat que chaque parcours est unique pour plein de raisons. Et donc, qu'il faut de préférence éviter de se comparer aux autres. On va le faire à un moment, puis ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On ne peut pas vivre non plus avec des œillères, mais il faut vraiment essayer de limiter ça. Donc parce que, par exemple, on n'a pas tous le même soutien financier. Moi, je suis étudiante étrangère. Enfin, j'étais étudiante étrangère, en tout cas pendant mon doctorat. Et donc, je n'avais pas accès à certaines bourses au départ. Donc, j'ai fait 3 ans de doctorat d'abord sans financement, ou du moins sans un financement continu qui me permettrait vraiment de ne pas avoir à travailler à côté. Donc, j'ai dû travailler à côté. Ça a été très formateur. J'ai travaillé comme auxiliaire de recherche, comme auxiliaire d'enseignement, des expériences que je peux vraiment valoriser. Et ça, c'est important. Mais qui forcément sont du temps qui n'était pas directement dédié à ma recherche, à ma thèse.
Au-delà de ça, il y a des doctorants qui commencent avec déjà des données, parce qu'ils font partie d'une équipe de recherche, il y a déjà des données, et puis forcément, c'est difficile de comparer cette situation-là où on a déjà des données avec une situation où on doit collecter toutes ces données. Selon le sujet de recherche, en plus, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins fastidieux. Ça va dépendre aussi le parcours et l'avancée de la supervision, quelle relation on a avec son directeur ou sa directrice, à quel point est-ce qu'il est disponible aussi pour nous. Et parfois, il y a des blocages, et puis ça fait perdre du temps, puis c'est pas vraiment de notre faute, et puis il ne faut pas forcément se sentir coupable à chaque fois. Ça peut dépendre aussi du format de la thèse. Si on écrit une thèse classique, comme dans mon cas, une monographie, et puis qu'on essaye en plus de publier des articles à côté, il est possible que ça prenne plus de temps que d'écrire une thèse par article où on fait du 2 en 1 finalement. Puis ça va dépendre aussi des choix de vie personnelle. Ça renvoie à la leçon numéro 1. Ils sont tout à fait légitimes, ces choix, et il faut les accepter et les faire sans se poser trop de questions. La leçon numéro 3, vous allez vite comprendre que j'ai un sens de l'humour qui parfois n'est pas très facile à suivre. On n'arrive pas au doctorat complètement par hasard. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y en a beaucoup dans ce milieu-là qui sont très compétents, sont très capables, ils ont des parcours, proviennent de parcours d'excellence, comme je disais au début, mais ils arrivent avec un grave syndrome de l'imposteur. Puis il y en a beaucoup comme ça, je dirais que c'est une majorité même. Il y a une majorité qui se croit imposteur, et puis il y a une minorité qui se croit géniale. Ni l'un ni l'autre n'est à recommander. Il faut essayer de s'en défaire un petit peu pour plein de raisons. Mais je vais me concentrer sur ceux qui se sentent imposteurs. Donc, il y a beaucoup de doctorants qui se demandent si elles ont leur place dans leur programme, s'ils ont ou elles ont leur place dans leur université, dans le milieu de la recherche, tout simplement. Et puis, mauvaise nouvelle, le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas nécessairement de manière magique à la fin du doctorat. On peut le voir, on peut l'avoir pendant toute sa vie de chercheur. Puis ça, c'est aussi lié au fait que c'est une carrière où, contrairement à d'autres types de carrières, il y a beaucoup de moments où on se remet en question, et notamment parce qu'on est constamment soumis à l'évaluation des pairs. Puis ça, c'est une bonne chose pour plein d'aspects. Parfois, c'est un peu moins une bonne chose. Mais toujours est-il que ça fait aussi en sorte, ça cultive aussi cette idée qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas là où on devrait être. Et puis aussi, je dirais qu'il y a un autre point qui me semble important là-dessus, c'est que on a l'impression que socialement, c'est plus facile d'être humble et même de s'auto-dévaloriser plutôt que d'être trop arrogant. C'est plus acceptable, en tout cas socialement. Et là, il faut faire attention parce que quand on a des réussites professionnelles, il faut les mettre en avant. C'est comme ça aussi, qu'on réussit plus dans ce milieu et qu'on avance dans ce milieu, c'est aussi en se mettant en avant. Donc, il faut trouver, il faut trouver l'équilibre entre l'humilité et puis donc, éviter l'autodévalorisation d'une certaine manière. Ce n'est pas des synonymes, et puis ce n'est pas en vous cassant constamment du sucre sur le dos que vous allez beaucoup avancer. Donc voilà, on est beaucoup à avoir ce syndrome de l'imposteur. C'est drôle, au début de mon doctorat, je pensais que j'étais toute seule. En fait, non. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Et donc, il faut apprendre à essayer de limiter ça d'une manière ou d'une autre. Vous avez une réussite professionnelle, sachez la valoriser et ne pas trop la remettre en question. Alors ici, je prendrai un exemple tout à fait personnel. Il y a 1 an à peu près, j'ai soumis un papier que j'avais écrit pour une conférence à un prix pour les jeunes chercheurs. Je n'ai pas gagné le prix, mais je suis arrivée 2e. Et donc, mon nom a été cité comme ça en conférence plénière. J'avais le cœur qui battait la chamade. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Et intérieurement, je me disais, on n'est probablement que 2 à avoir soumis un papier. Et c'est pour ça que je suis arrivée 2e. Mais je n'ai jamais eu la réponse à cette question, d'ailleurs, puis je ne l'ai pas posée non plus au comité de sélection. Mais peu importe, en fait. C'est pas vraiment la question. Ce qui compte, c'est que j'ai ce rang de 2e, puis même si je n'ai pas gagné ce prix, c'est loin d'être un échec, et je peux valoriser ça d'une manière ou d'une autre. Puis le valoriser, c'est pas être arrogant, c'est au contraire quelque chose qui est important
qu'il est important de faire et que j'essaye de faire ou dans mon CV ou dans d'autres domaines pour dire, bon, bah voilà, j'ai été reconnue par mes pairs et ça, c'est un processus qui s'apprend, le faire, mais c'est important, ça fait partie aussi de ce milieu. Leçon numéro 4, l'échec fait partie de la réussite. Je trouvais que c'était joliment dit, alors j'ai dit comme ça, je ne sais pas si j'y crois complètement, mais quand même, pour en grande majorité, si. Pour revenir à cette idée de parcours d'excellence, on est beaucoup à ne pas avoir vraiment eu de problème dans nos études, à s'en être toujours très bien sortis. Et donc, bien des doctorants n'ont jamais vraiment connu l'échec auparavant. Et c'est dur la première fois que ça arrive parce que ça va arriver. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose que ça arrive. Ça arrive parce que déjà, on a tenté quelque chose. Déjà, on a tenté de commencer un doctorat. Et donc, il faut savoir se mettre en position de vulnérabilité pour arriver aussi à quelque chose qu'on veut atteindre, un objectif qu'on veut atteindre. Donc, vous allez échouer. Vous n'allez pas obtenir toutes les bourses pour lesquelles vous postulez, tous les postes pour lesquels vous postulez, mais c'est important d'essayer quand même. Et puis, je pense qu'un autre élément qui est important, c'est de parler de ses échecs. Et quand on commence à parler de ses échecs, les autres parlent aussi des leurs. Et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul là encore. De la même manière qu'on n'est pas tout seul à avoir un syndrome de l'imposteur, on n'est pas tout seul à avoir vécu des échecs. Tout le monde, toutes les personnes accomplies notamment, qui sont comme ces superstars académiques sur lesquelles je reviendrai, elles en ont vécu aussi et elles en vivent encore. Et donc, quand on commence à parler de ces échecs, bah, ça invite les autres à parler des leurs. Et donc, ça fait du bien au moral, d'une part, de dire, ah oui, d'accord, je ne suis pas la seule, il n'y a pas que moi qui me plante, et puis ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver à la fin. Et puis aussi, c'est important d'écouter ces personnes qui sont à un niveau plus élevé, qui ont déjà un poste de professeur, par exemple, et puis qu'elles parlent de leurs échecs du passé, leurs échecs dans leur parcours de doctorat, mais aussi par la suite. Et vous comprendrez vite que bah, ça reste quelque chose de très commun, ça reste quelque chose par lequel, même quand on a 20 ans de carrière derrière soi, par lequel on passe toujours. Donc voilà, pour la leçon numéro 4. Leçon numéro 5. Rechercher implique de ne pas avoir trouvé. Alors évidemment, ça ne vient pas de moi, mais je trouve que c'est très vrai, je trouve que c'est très important c'est important de s'en rappeler de temps en temps. Il y a bien des moments au cours du doctorat où on est un peu perdu, on ne sait pas où on va, et on espère que notre directeur ou notre directrice de recherche aura toutes les réponses. Ce n'est pas le cas. Parfois, c'est qu'il ou elle ne veut pas vous les donner, mais aussi c'est simplement parce que c'est votre parcours que vous êtes en train de construire. Et même s'il y a quelqu'un pour vous épauler derrière, ce n'est pas quelqu'un qui va construire ça pour vous. Et aussi, comme je dis, il n'a pas toujours toutes les réponses. Donc voilà, donc on ne sait pas, on arrive avec l'idée avec l'idée d'un sujet de recherche, puis on a l'impression qu'on le connaît déjà un peu et tout ça, puis plus on rentre dans les questions de définition, plus on se demande, mais est-ce que c'est cette définition-là ou cette définition-là qu'il faut que je sélectionne? Est-ce que c'est cette méthode-là ou c'est cette méthode-là? Puis à l'intérieur d'une méthode, on se pose également encore beaucoup de questions. L'incertitude est omniprésente et en fait, au lieu de la nier, il faut l'accepter et apprendre à la gérer. Ça va nous amener parfois à faire des choix et à perdre du temps parce que ça ne marche pas, et donc à revenir sur ces choix-là. Et les va-et-vient, c'est important et ça fait partie de la recherche. C'est pour ça que ça s'appelle recherche. Donc, c'est important d'en être conscient, de l'accepter. On est obligé de perdre un peu de temps, sinon on finirait tous son doctorat en 6 mois. Ce serait génial, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Donc, il faut accepter ces va-et-vient, il faut accepter de revenir en arrière, de ne pas être sûr de soi, mais il faut aussi, par contre, de temps en temps, à certains moments, avoir confiance en sa démarche et savoir ne pas tout remettre en question. C'est important d'avoir une attitude réflexive sur sa démarche, mais c'est aussi important de se dire, à un moment, pardon, j'ai fait ces choix pour certaines raisons et je ne reviens pas dessus maintenant. Une grosse partie de la recherche, c'est aussi justifier ce qu'on a fait. Et donc, ça peut valoir le coup, là, de tenir un carnet de thèse ou d'avoir des notes éparses. Ça, c'est plutôt mon cas, les notes éparses, moins le carnet de thèse bien organisé, où j'écris de temps en temps, voilà, j'ai
je me suis intéressée à ce concept-là et pas à celui-ci pour telle raison. Et puis, méthodologiquement, j'ai procédé de telle manière et pas de telle autre pour telle raison, et d'écrire un peu des bribes comme ça. Vous pouvez écrire ça sur papier, mais vous pouvez aussi écrire ça sur un document Word, que par la suite, quand vous commencerez votre rédaction et vous ne saurez pas qu'écrire à la partie méthodologie, vous pourrez simplement copier-coller. Ensuite, vous reviendrez bien entendu dessus, mais tous ces éléments-là, c'est question de justification, de pourquoi vous avez fait les choses. Ça va vous aider dans votre rédaction, mais aussi ça va vous aider à ne pas remettre en cause tout ce que vous avez décidé auparavant, 1 an ou 2 ans auparavant. Un doctorat, ça dure longtemps. Comme j'ai dit, c'est un marathon et on a le temps d'oublier les raisons pour lesquelles on a fait certains choix. Puis, de temps en temps, quand on arrive à les relire, on se dit « Ouais, c'était logique quand même. » Donc voilà. La leçon numéro 6, encore une petite note d'humour, parce que j'y crois pas tout à fait. La procrastination est un fléau qui touche chaque chercheur. Je pense vraiment que la procrastination touche tout le monde. Je pense pas que ce soit forcément un fléau. Je pense que là encore, c'est comme ça, on passe par là, nécessairement. Moi, je me suis toujours considérée, ou en tout cas, ça fait longtemps que je me considère comme une personne sérieuse, qui travaille beaucoup. Et puis, donc, la procrastination, ça va pas avec ce profil-là que je me donne ou que j'ai essayé de me donner. Et pourtant, même de manière très subtile, parce que la procrastination, ça peut être simplement, effectivement, passer l'après-midi ou la soirée ou 3 jours devant Netflix parce qu'on n'a pas d'idée. Ça peut aussi s'insérer dans votre travail de manière plus ou moins subtile. Donc, ça peut passer par exemple par Twitter, parce que Twitter, c'est bien, ça peut être quand même, selon les personnes que vous suivez et les tweets que vous publiez, ça peut être quand même plus ou moins en lien avec votre recherche. Donc, on a l'impression de faire quelque chose, mais ça peut être aussi de manière encore plus subtile à travers, par exemple, les lectures. Quand on est au doctorat, quand on commence un doctorat, on lit beaucoup au début. Et puis, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. On se rend compte que ce sujet qu'on pensait déjà connaître, en fait, on n'en connaît pas un dixième. Donc, c'est très important, ces lectures. Mais ça va être comme une solution de facilité, au bout d'un moment, de se dire, bon, je ne sais pas trop où je m'en vais, je vais lire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de lire et se mettre à écrire. Et ce qu'on va écrire va probablement être très mauvais, mais, et puis je lisais ça sur Twitter aujourd'hui justement, la pire chose que vous écrivez est meilleure que la meilleure chose que vous n'avez jamais écrite. Je pense que ça vous semble assez logique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il faut écrire. Au début, ce sera mauvais, certes, mais ce sera toujours mieux que d'avoir passé tout son temps à lire tout le temps. Une autre forme de procrastination, ça va être tous ces cours optionnels et toutes ces écoles d'été que vous faites en parallèle ou après votre scolarité. Et puis, je ne vais pas dire que ces cours optionnels et que ces écoles d'été n'ont pas d'intérêt. Elles ont bien entendu de l'intérêt, mais il faut pas en faire trop. Il ne faut pas trop les multiplier quand même. Ça peut très bien vous aider dans votre parcours, dans votre thèse, dans tout ça. Mais on a tendance à vouloir continuer à apprendre. En fait, c'est plus facile d'être dans cette position où on va continuer à être étudiant et à apprendre qu'à être chercheur et puis effectivement à devoir écrire notamment. Une autre manière de procrastiner, ça peut être essayer de publier le plus possible de recensions d'ouvrages. Les recensions, c'est bien au début du doctorat, ça peut vous permettre d'avoir une publication quand vous êtes encore loin de publier. Ça peut être mais ce n'est pas une publication qui vaut autant que les articles de recherche, bien entendu. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois, qu'on peut faire 2 fois, mais qu'il ne faut pas non plus trop multiplier. Il faut prendre le temps de passer à sa propre recherche, même si ça veut dire ne publier que 2 ans plus tard. Le résultat sera aussi beaucoup plus important, en tout cas sur votre CV. Et puis, mon dernier point sur cette leçon-là, c'est plus en lien généralement avec la question de la gestion du temps. Une réflexion que je me suis faite il y a pas si longtemps par rapport à des collègues à moi qui sont en train de faire des demandes de bourse actuellement, c'est la période. Puis gérer son temps, ça demande de trouver l'équilibre entre respecter les délais, hein, notamment les délais qui sont imposés par les organismes subventionnaires, et utiliser du mieux qu'on peut le temps qui nous est donné. Alors, si vous êtes comme moi et que vous sentez, tout en ayant un syndrome de l'imposteur, que vous êtes un étudiant travailleur, inflexible, qui ne prend pas de retard, qui procrastine très peu, même si, par la force des choses, vous le faites quand même,
on n'est pas obligé d'avoir toujours 3 semaines d'avance sur ces demandes de bourse, d'avoir 3 semaines d'avance sur tous les travaux qu'on est censé rendre. C'est bien, c'est rassurant, mais ça veut dire que peut-être soit on n'est pas allé assez loin, soit peut-être il y avait d'autres opportunités à côté, parce qu'il y en a toujours, et puis on y reviendra, des opportunités à côté pendant le doctorat que vous auriez pu saisir. Et puis vous auriez rendu votre travail non pas avec 3 semaines d'avance, peut-être simplement avec 3 heures d'avance, mais vous avez saisi toutes les opportunités que vous pouviez saisir. Donc ça, c'est important aussi. C'est pas grave si à H-24, on est encore en train de travailler sa demande de bourse. Peut-être que ça veut dire qu'on a beaucoup procrastiné, mais peut-être que ça veut dire aussi qu'on avait d'autres projets à côté qu'on menait parallèlement et qui étaient avec des délais plus réduits et qu'il fallait rendre avant. Leçon numéro 7, non n'est pas un gros mot. Alors, il paraît que les enfants, quand ils commencent à apprendre le mot non, le répètent ensuite tout le temps. Puis que petit à petit, on se défait de cette habitude-là et on apprend à dire beaucoup plus oui. Puis surtout quand on est un jeune doctorant, ou même un vieux doctorant, mais qu'on est doctorant, on a envie de dire oui à toute invitation à un projet. C'est tentant, c'est flatteur, on a l'impression d'avoir plein d'opportunités. Puis on a surtout envie de dire oui une fois qu'on a terminé sa scolarité et puis ses examens doctoraux. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est encourageant, mais il faut faire attention pour plein de raisons. Déjà, quand on a beaucoup trop de projets et qu'on veut tenir ses délais et qu'on veut tout bien faire, il faut faire attention au burn-out. Donc, retour à ces premières leçons, éviter de sprinter pendant un marathon. Et puis, il faut faire aussi attention à ne pas trop se disperser. C'est pas toujours très bien perçu, d'ailleurs, sur un CV de vouloir faire trop de choses différentes, en tout cas au niveau du doctorat. Et puis, en plus, à vouloir faire trop de choses, on prend le risque de perdre beaucoup de temps parce que, justement, donc, on se disperse, puis c'est pas forcément en lien avec son projet de recherche, et aussi de mal faire les choses, bien sûr. Donc, il faut apprendre à dire non à certains projets en étant stratégique, en fait. Est-ce que ce projet-là, par exemple, il vous offre un financement? Ça peut être intéressant de le considérer si vous avez besoin de ce financement. Est-ce que ce projet peut mener à une publication? Là aussi, ça peut être intéressant à considérer dans ce cas-là, parce que je ne vous apprends rien, le doctorat, c'est aussi un moment où il faut essayer de commencer à avoir une ou deux publications, en tout cas pour la fin de son doctorat. Est-ce que vous avez les compétences de le faire, ou est-ce que ça va vous demander énormément d'apprentissage qui, certes, sont intéressants pour vous, peuvent être utiles par la suite, mais qui directement ne vont pas beaucoup vous apporter et ne vont pas vous aider dans votre projet de doctorat, parce que vous ne voulez pas que votre doctorat dure 10 ans. Et puis, il y a quand même la question de l'intérêt. Vous avez le droit aussi de choisir en fonction de l'intérêt. Ce projet-là ne m'intéresse pas du tout. Non, je vais dire non. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire non aussi, et ça, c'est vraiment pas facile, souvent, à son directeur ou sa directrice de recherche, qui, lui ou elle, peut vous lancer plein d'invitations, simplement parce qu'il les voit passer, puis qu'il vous les propose, les suggère, ou parce qu'il a un intérêt aussi, il ou elle a un intérêt à travailler avec vous là-dessus. Mais au bout d'un moment, vous allez apprendre à faire vos propres choix aussi, à mesurer mieux ce que vous êtes capable de faire ou pas, et c'est important. Je pense qu'au début, au début de son doctorat, c'est normal qu'on soit très facilement guidé par sa direction de recherche. On ne sait pas trop, on n'est pas forcément si familiarisé que ça avec le milieu de la recherche. Mais petit à petit, on devient le ou la mieux à même de savoir ce sur quoi on peut s'engager ou non. Et un dernier point que je voulais faire sur la question du non. Je pense pas, ça c'est quelque chose de personnel, et puis peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense pas, par exemple, qu'il faille répondre à toutes les demandes de bourse dès que ça touche un tout petit peu à votre sujet ou à votre profil. Je pense qu'il faut mesurer le coût que ça va avoir de faire cette demande de bourse. On sait que ça peut être très très coûteux, par exemple. Ça peut demander énormément de temps, de ressources. Et en fait, les bénéfices. Est-ce qu'il y a vraiment une chance que vous ayez cette bourse ou pas? Je pense que c'est important de faire ce calcul-là et de ne pas forcément s'engager dans toute demande de bourse, dans toute demande de candidature pour tel ou tel poste. Il faut en faire, c'est important pour la pratique aussi, mais il faut aussi parfois se dire, bon, là non. Puis c'est pas facile forcément de faire ces choix-là, c'est beaucoup plus facile de dire il faut faire ces choix que de les faire réellement. Mais je pense que c'est important. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement dire oui à toutes ces demandes.
Leçon numéro 8, les superstars académiques ont été doctorantes et s'en souviennent. On a tous nos héros ou héroïnes, ceux dont on a lu 10 articles parus au cours des 5 dernières années et qu'on admire profondément et qu'on a envie d'approcher mais qu'on ne sait pas trop comment approcher. Et donc, ce dont il faut se souvenir là, c'est que ces gens-là, ces personnes, parce qu'elles sont bien humaines, sont passées par un parcours similaire au vôtre. Ils ont été doctorants et ils ont été aussi dans cette position où on se sent vraiment inférieur hiérarchiquement. Et ils s'en souviennent et donc ils vont souvent être ravis d'être là pour vous aider. Et donc, il faut apprendre à leur demander des choses, à oser aller les approcher, s'approcher d'elles, pardon, et puis leur demander, par exemple, des questions sur leur expertise. Ça peut être simplement, lors d'une conférence, arriver et puis commencer à engager la conversation avec cette personne, pas simplement pour dire j'ai adoré votre article, même si c'est toujours plaisant, mais aussi est-ce que vous pourriez m'orienter sur telle ou telle référence bibliographique, je ne sais pas trop où je m'en vais là. Ça peut être aussi demander l'opinion sur son travail par retour de courriel par la suite. Bon, bah voilà, on s'est rencontrés à telle conférence, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, puis j'aimerais bien savoir si vous pourriez prendre le temps de me donner votre opinion sur ce papier que j'ai écrit ou sur mon projet de recherche. Et puis, il y en a certains qui vont dire non, il y en a d'autres qui vont y dédier 3 minutes, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment vous rendre plein de commentaires, et puis ça va être très, très encourageant aussi pour vous pour la suite. Il faut apprendre aussi, on peut poser simplement des questions sur l'expérience personnelle de la recherche. Donc un peu comme là, aujourd'hui, je vous partage mon expérience personnelle et puis je sais que je suis une superstar académique pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, c'était une blague. Ça peut être ces gens-là que vous admirez peuvent aussi être là pour ça. Alors, comment est-ce que j'évite le burn-out? Comment est-ce que je fais pour concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Ça dépend de la personne qu'on a en face de soi, mais ça peut être des questions que ces personnes-là peuvent être tout à fait aptes et qu'elles peuvent avoir envie de répondre. Puis par la suite, quand on les connaît un petit peu mieux et qu'elles nous connaissent un petit peu mieux, il faut apprendre à demander ces lettres de recommandation aussi qui vont vous servir pour vos demandes de bourse, pour vos demandes de postdoc, pour vos demandes vos candidatures de poste de prof, etc., etc. Et voilà. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que là encore, elles sont passées par là, elles se souviennent de ce processus-là. Et dans bien des cas, elles vont être prêtes à vous aider là-dessus. Et puis, il faut apprendre à demander, chercher des opportunités de collaboration. Mais là, par contre, il faut faire attention et pas le faire, un peu comme une lettre de recommandation d'ailleurs. On ne peut pas faire ça comme au tout début. Bonjour, je m'appelle un tel, je travaille sur telle chose et puis je voudrais collaborer avec vous. Ça ne marchera pas forcément comme ça. En lien avec cette question-là, je pense aussi que c'est important de chercher, de trouver des différents mentors au cours de son parcours. Vous avez bien sûr votre directeur ou votre directrice de recherche qui est là, c'est très bien, mais il ou elle ne va pas tout vous apporter. Et puis des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, c'est bien de pouvoir les solliciter pour différentes choses et avoir un avis qui va être différent de celui de votre directeur ou votre directrice de recherche. Ça va aussi probablement le soulager ou la soulager. Et puis ces mentors, ils ne sont pas là qu'au niveau du doctorat. C'est des personnes vers lesquelles on peut se tourner ensuite. Par la suite, j'ai appris ça à une conférence un jour, qu'un chercheur avancé qui disait, moi j'ai encore des mentors, puis ils sont comme toujours plus avancés et tout ça, puis c'est des personnes vers qui on se retourne pour diverses questions, puis ça sert pendant toute la carrière. Leçon numéro 9, on s'approche de la fin, vous allez bientôt pouvoir vous reposer les oreilles. L'art du réseautage se pratique verticalement et horizontalement. Alors, verticalement, parce qu'effectivement, on a envie de s'approcher de ces superstars académiques, puis c'est important de le faire pour plein de raisons, parce que c'est sûr que les lettres de recommandation, par exemple, c'est bien si elles viennent de ces superstars-là, plutôt que de vos collègues. Elles n'auront pas forcément la même valeur si elles viennent de vos collègues doctorants, mais horizontalement aussi. Alors, je vais essayer de restructurer un peu mon idée là. Je pense que c'est très important quand on réseaute d'essayer d'intégrer différents réseaux. Quand on commence à faire partie d'un réseau, on s'y sent bien, c'est plus facile, mais il faut penser aussi voir plus large. Et donc, ça veut dire viser des réseaux qui vont faire partie de différentes zones géographiques. Ça peut être, par exemple, Amérique du Nord, Europe. Pour certains, ça va être aussi Amérique latine, selon ce sur quoi on travaille, ses intérêts, etc. Différents réseaux, c'est aussi différentes expertises. Donc, dans mon cas, par exemple, ça va être un réseau internationaliste
mais également un réseau qui va être plus orienté sur les questions urbaines. Et puis là, ça va être des géographes, des urbanistes, des architectes, etc. Et puis aussi donc, des réseaux un peu en lien avec l'expertise, la question de différentes disciplines. Mon deuxième point, c'est donc parler à différentes personnes qui sont à différents niveaux. Ces stars académiques ne sont pas ceux ou celles avec qui vous allez collaborer dans un premier temps. Les personnes avec qui vous allez collaborer dans un premier temps et probablement tout au long de votre carrière, c'est des gens qui se trouvent à peu près au même niveau que vous. Donc, c'est important d'entretenir des relations avec eux, puis de socialiser. Ça peut être de manière très, très informelle, mais c'est par la suite ce qui va vous permettre vraiment de collaborer facilement. Donc, ça me mène d'ailleurs à mon dernier point. Apprenez à choisir avec qui vous collaborez. C'est quelque chose, comme la plupart des choses que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est pas moi qui les ai inventées. Si j'ai mis du temps à les découvrir. Il y a une dimension professionnelle dans la collaboration, mais il y a aussi une dimension personnelle. C'est difficile de travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas, avec des gros méchants. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des personnes qui partagent un peu vos principes, un peu votre éthique, puis sont sympas, tout simplement. Puis ça, c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà, donc la collaboration, le réseautage, pardon, se fait verticalement. Il se fait de manière aussi transversale parce qu'on vise différentes zones, différentes expertises. Et tout ça, il se fait aussi horizontalement parce que c'est important de regarder parmi ses collègues à l'université, mais aussi ailleurs, avec qui vous pourriez travailler. Puis ça, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ça va durer longtemps. Voilà pour la leçon numéro 9. Maintenant, on passe à la leçon numéro 10. La version finale de la thèse ne ressemble jamais à l'image qu'on s'en était faite. Je pense qu'on apprend ça très vite à mesure que notre projet avance. Il faut accepter rapidement, ou pas rapidement, peut-être qu'on l'accepte que vers la fin, mais c'est à peu près sûr que cette magnifique licorne qu'on espérait dessiner au début de son doctorat va plutôt se transformer en poney un peu boiteux. Mais un poney un peu boiteux, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours bon pour la biodiversité. Dites-vous ça. Le doctorat, c'est une formation en recherche qui aboutit notamment avec la réalisation d'un travail qui est méthodique, d'un travail qui est unique dans sa structure, dans sa réflexion, etc., dans l'assemblage de différents éléments que vous avez pu trouver ailleurs, mais que vous assemblez, vous, de manière unique, et qui va permettre une contribution à la littérature qui va être minime, comme la patte gauche de ce pauvre poney. Je ne sais pas si c'est un poney, mais je l'imagine comme un poney, mais qui va être réel. Donc oui, à la fin, vous n'allez pas faire une contribution. Il est très peu probable que le livre que vous allez publier ait des milliers de citations parce que vous avez fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça arrive. Il est plus probable que votre contribution soit minime, mais malgré tout, elle est là, elle est réelle. Et puis, ce doctorat-là, il vous a permis de vous légitimer en tant que chercheur, de montrer que vous avez fait toute cette formation-là et qu'aujourd'hui, vous avez atteint ce grade-là. Je vais juste finir sur une autre petite touche d'humour. J'ai trouvé ces petits proverbes de professeur hier et puis je les ai trouvés particulièrement drôles, donc je voulais vous les partager. Ce n'est pas des proverbes que je sors encore à tout va puisque je ne suis pas professeur, mais en tout cas, ils pourront vous faire rire ou vous faire réfléchir.